L'origine des échecs scolaires. On en parle aujourd'hui dans la rubrique Invité du jour avec un enseignant et également maître karatédo du moins. Donc avec notre invité, on va parler de l'origine de ces échecs-là. Ça sera tout à l'heure dans la rubrique Invité du jour. Bien avant cela, vous aurez la revue de presse présentée aujourd'hui par Alphonse Ouidrago qu'on va retrouver tout à l'heure. Et bien sûr, la rubrique à la découverte puisqu'on est installé au niveau de l'orphelinat Sainte-Thérèse de Lumbila pour cette rubrique. Alors, madame, messieurs, fidèles téléspectateurs, bienvenue à ce mercredi. Donc, bonjour encore et puis merci de nous renouveler votre fidélité. Nous débutons l'aventure au niveau donc de Lumbila. Pour commencer, donc, on part pour découverte de l'orphelinat Sainte-Thérèse de Lumbila et nous poursuivons avec les témoignages puisque justement on vous propose les témoignages des sœurs qui travaillent au niveau de l'orphelinat. Je m'appelle Sœur Angèle Nassa. Je suis la responsable de la pizzeria. Fabriquons le pain au sésame, le pain au petit mil, le pain au lait, le pain au sorgho. Et aussi nous faisons de la pizza à la recette italienne. Nous faisons aussi les jus locaux, nous vendons de la spiruline aussi, et aussi des gâteaux et d'autres choses. C'est un peu rentable. C'est avec ça que nous arrivons aussi à subvenir aux besoins des enfants quand nous manquons de dons. Mais je ne peux pas dire que ça peut couvrir pour nourrir tout à fait les enfants. C'est avec le don des gens que nous arrivons à faire face. Le pain au sésame, oui, les enfants consomment et en plus on vend aussi. Les clients, ce sont les passants de la route, la population aux alentours et aussi les gens de Ouagadougou. Les gens connaissent tellement le pain au sésame et c'est ici qu'ils viennent acheter parce que c'est l'origine ici. Ailleurs aussi, ils vendent le pain au sésame, mais ils disent que ce n'est pas pareil. Ils viennent à la source. Je prie Dieu pour qu'on ait des bienfaiteurs qui nous aident à avoir des plaques solaires pour réduire le coût de notre électricité. Parce que l'électricité nous coûte très très cher. Si vraiment nous ne payons plus l'électricité, ça va beaucoup nous aider. Le devis de plaques solaires, c'est très cher que nous ne pouvons pas installer. Si vraiment il y a des hommes de bonne volonté, nous leur demandons en tout cas de nous venir en aide. Je suis la sœur Kadeba Marie-Thérèse, présidente de l'association AVE. C'est ça, le matin quand elles arrivent, elles désinfectent l'atelier et elles mettent un tissu sur le plateau. Et avec une pompe émergente, elles font venir l'eau sur le tissu. Et l'eau retourne à l'intérieur des bassins et elle ramasse la masse, la pâte qui reste. Et après, elle rentre dans notre maisonnette pour la presse. Il y a un autre tissu qui est utilisé. On met la spiruline et en fait, c'est pour faire. Bonjour, Marie, comment vas-tu? Et après, elles font les spaghettis et elles mettent au four au séchoir. Moi, je m'appelle Sœur Brigitte Zagré. Dans cet orphelinat, je m'occupe de la ferme des animaux. Et nous avons des bœufs, nous avons des poules pondeuses, des moutons et des poules locales. Nous consommons et nous vendons en même temps. Et ça nous permet aussi de ne pas trop dépenser en achat de viande pour les enfants. Donc, c'est un produit qui nous aide beaucoup. Au début, nous avons commandé 600 poules pondeuses, mais actuellement, on n'a que 250. Parce qu'au cours de l'année, pendant le Covid-19, nous avons eu une visite qui sont venus des bandits
et sont venus voler pas mal de poules pondeuses. Et ce jour-là aussi, ils ont attaqué le gardien. Et ça fait que ça a beaucoup baissé le nombre. Et avec cette vol, ça fait aussi que les poules ont été stressées. Donc la ponte a diminué. Avant, on ramassait au moins 12 par jour, 12 plaquettes par jour. Mais maintenant, après les vols, là, on n'avait que 6, 3, 4. Donc ça a beaucoup baissé. Et il y a eu aussi de mortalité. Parce qu'il y a eu une peste aussi qui est arrivée, des maladies et qui ont beaucoup aussi tué nos poules. Je m'appelle Sœur Noélie Kabouré. Voilà, je suis enseignante à l'école Sainte-Thérèse de Lumbila, notre école, l'école des sœurs. L'idée de l'école est venue du fait que comme nous avons les orphelins au sein de l'école et qu'ils sont nombreux, voilà, pour sortir, traverser le goudron pour aller ailleurs, c'était très un danger. Nous avons eu des bienfaiteurs qui nous ont aidés à construire l'école. Mais vu que l'environnement et le village en avaient besoin, nous avons ouvert notre porte aux habitants du village pour leurs enfants. Ce qui fait que le nombre d'élèves aujourd'hui ne sont pas que les orphelins, mais vous savez que les élèves aussi des alentours qui sont là. Le primaire, en tout cas, nous avons à peu près 65 élèves pour le primaire et puis 160 pour la maternelle. Nos enfants à nous sont dans la maison. Voilà, les enfants que nous nous occupons. Les enfants qui viennent du dehors, nous, avec l'aide de l'État, la dotation de l'État, nous faisons le repas à midi pour ces enfants. Donc ils mangent à midi et ils restent jusqu'à le soir. Pour la maternelle, ils ont le goûter à 10h, le repas à midi et le goûter à 16h. Et les parents les récupèrent le soir. Vu le nombre des élèves, nous n'avons pas toutes les infrastructures nécessaires pour les accueillir. Par exemple, on a souhaité avoir un réfectoire pour les enfants, une salle à manger, voilà, avoir une cuisine assez grande pour pouvoir faire le repas des deux entités. Et puis un projet de collège que les parents vraiment nous demandent, que nous souhaitons pour nos enfants, qui était un cri de cœur que nous n'avons pas encore pu réaliser. C'est quand les élèves gagnent le CP, on est obligé de les redonner aux parents puisqu'il n'y a pas un collège pour les accueillir. Donc on est obligé de les redonner à la famille et nous les soutenons. Puisqu'ils ne peuvent pas, nous ne pouvons pas, c'est avec la route, c'est pas facile pour nous de les envoyer dehors. C'est dit vraiment un grand merci pour nos partenaires, pour tous ceux qui nous soutiennent, pour tous ceux qui nous encouragent. Nous sommes là pour les enfants, mais c'est les enfants de tout le Burkina Faso. Voilà, nous les remercions pour leurs encouragements, pour leur soutien. Voilà, et puis nous les demandons toujours vraiment de nous accompagner. Voilà, pour que vraiment les enfants que nous accueillons vraiment aient un issue heureux. Voilà, que ce qu'ils ont pu commencer dans nos mains, d'autres nous aident, ou d'autres le font, que vraiment leur vivre soit une réussite. Voilà, que ça ne soit pas rester au milieu de route, mais qu'ils puissent vraiment réussir et s'intégrer mieux dans la société pour mieux être des hommes de demain, au service de notre pays. Nous recevons aujourd'hui Alphonse Ouedraogo pour nous informer. Bonjour Alphonse. Bonjour Madame Nikiema, bonjour à toutes et à tous. On découvre d'abord les titres des journaux. Oui, et je commence avec le quotidien bobolais L'Express du Faso qui affiche ce matin: Séraphin Sanon, contrôleur de police municipale, déclare: de janvier à août 2024, nous avons capturé près de 1000 têtes d'animaux en divagation. Toujours avec ce quotidien, l'on apprend en mairie de Banfora, chaque agent doit être un agent de renseignement. C'est donc ce que demande le PDS de la ville de Banfora. Dans la rubrique Autant le dire, le journal écrit: assez de ces acrobatiques cortèges qui polluent la circulation. Lutte contre l'insécurité, le Ghana disposé à soutenir le Burkina Faso. Axe Bobo Banfora, ça roule à nouveau, nous informe le quotidien. Arrondissement 6 de Bobo, un comité pour prévenir les crises, nous annonce donc le journal Bobolais. Le journal Le Quotidien à sa une ce matin. Nous avons donc comme affiche la photo du président chinois et puis donc la photo du Premier ministre Joachim Son de Tambela. Et le journal titre à ce propos: participation de Burkina Faso au 9e FOCAC. Les Chinois se sont montrés prêts à nous accompagner dans
tous les domaines, nous annonce donc comme bonne nouvelle le Premier ministre. Menace au dialogue intercommunautaire, l'AUMB et le CERFI dénoncent des messages mensongers et injurieux, c'est-à-dire à la page 7. Toujours avec ce quotidien, on peut lire gestion des ressources humaines du ministère de la Santé. Les acteurs échangent autour de l'appurement du passif des carrières. Lutte contre l'insécurité, ce qui touche le Burkina concerne aussi le Ghana, a déclaré Albert Kadapa. Avec le journal L'Observateur Palga, on peut lire ce matin Burkina Malawi 3-1. Les étalons éteignent les flammes dans le Djoliba, c'est-à-dire à la page 15 du journal. Kinésithérapie, le sport adapté pour vaincre le mal de dos, c'est-à-dire dans la rubrique carnet de santé. Interpellation de Mandia. Wallahi, ils ne sont pas si larmoyants que ça. C'est donc à lire dans les humeurs de Bari. Situation nationale, Tridom pour la paix et la vie, c'est-à-dire à la page 7. Mouloud, le 15 septembre. Lundi 16 septembre est déclaré chômé et payé. Forum sur la coopération Chine-Afrique. Les Chinois se sont montrés accessibles à toutes nos requêtes. Nous annonce donc le Premier ministre Apollinaire Joachim Son qui l'aime de Tambela. Le journal Citoyen, à sa une ce matin, on peut lire éliminatoire CAN 2025, Burkina Faso Malawi 3-1. Les étalons, leaders de la poule L, nous informe le journal. Projet Trimo, les bénéficiaires à la caisse dans les prochains jours, nous annonce donc Citoyen. Concours de la magistrature. Une plainte contre des accusations de non-transparence du processus, écrit le journal. Axe Banfora Bobo du Lasso, le trafic partiellement rétabli selon donc Citoyen. Toujours dans ce quotidien, on peut lire trafic de bois d'œuvre dans le Kénédougou, des abattages à grande échelle dans l'ombre de l'insécurité. Dans la rubrique Mercure de Citoyen de ce matin, on peut lire Guinée-Bissau est mal de scolarité. Dans la rubrique Révélation, le journal Le Pays écrit commune de Ouagadougou, l'épouse de l'ex-député maire Aziz Diallo portée disparue. Sans sensibilité musulmane au Burkina, le CERFI et l'AUMB réaffirment leur position de neutralité. Mouloud 2024, le lundi 16 septembre, chômé et payé. Organisation du concours de la magistrature, le procureur général saisi. Lutte contre les maladies tropicales négligées, le nécessaire engagement de tous, c'est-à-dire à la page 10. Éliminatoire de la CAN Maroc 2025, les étalons prennent le leadership du groupe L, écrit le journal. Terminons avec le journal Aujourd'hui au Faso, qui nous parle ce matin la coopération Burkina Faso FMI. Le journal nous informe que le nouveau représentant résident est donc allé chez le grand argentier Nakanabo. Et débat Kamala Harris, Donald Trump, suivi d'Afrique, le match avant le match, écrit donc le journal. Lutte contre l'insécurité, le Ghana dit sa disposition à soutenir le Burkina Faso. Éliminatoire à Cannes 2025, les étalons dominent le Malawi par 3-1 et prennent la tête du groupe L. L'époux de l'ex-maire de Douri est porté disparu, nous informe le journal. Merci bien, Alphonse, pour ces titres. Et nous allons passer à présent à la phase commentaire de quelques sujets. On débute par notamment le dernier titre du journal Aujourd'hui au Faso, oui, qui revient sur la disparition de la femme, de l'épouse de l'ex-maire de Dori. Oui, effectivement, pratiquement tous les quotidiens en parlent ce matin parce que l'information est tombée hier, en tout cas au cours de la journée, surtout sur les réseaux sociaux, comme quoi l'épouse de l'ex-député maire de Dori, Aziz Diallo, est portée donc disparue.
la famille n'ayant pas donc de ces nouvelles, à laisser passer l'information sur les réseaux sociaux. Je pense que aujourd'hui, pratiquement tous les quotidiens en parlent. On se demande qu'est-ce qui s'est passé. Mais de ce qui ressort est que elle descendait en tout cas du boulot autour donc de 19h15 et depuis cette heure-là, la famille n'a toujours pas de ses nouvelles. Son téléphone ne passe pas, son véhicule introuvable. Elle est où? C'est toute la question, parce que depuis hier, on n'a plus de ses nouvelles. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, c'est l'information qu'on peut retenir pour le moment. Quand on sait que le journal comme l'Observateur parlera aller plus loin pour dire que en 2023, son mari avait annoncé que il a subi donc un cambriolage au niveau donc de leur domicile. Son ordinateur a été volé, pris. En tout cas, ceux qui sont arrivés, ses effets déversés. Et puis, un véhicule est arrivé. Et après, donc, ce fait-là, ce véhicule a continué au niveau donc de la grande famille. Ça a été donc stationné pendant quelques temps avant donc de continuer. Et en 2024, je crois, juillet, la même scène s'est passée, en tout cas au niveau donc de leur domicile. Est-ce que cette histoire de disparition est la suite logique de ce qui s'est passé depuis 2023 jusqu'en 2024? On ne sait pas. Pour le moment, l'information capitale, c'est que la famille n'a toujours pas de ces nouvelles. Vivement qu'elle soit retrouvée. Merci. Ce qu'on espère. Oui. Alors, beaucoup d'humanitaires aujourd'hui aussi sont pris pour cible. Oui, on peut faire ce lien-là parce que ce soit à Guibo ou dans d'autres contrées, beaucoup d'humanitaires sont aujourd'hui pris. Mais forcément, c'est en lien avec le phénomène que nous vivons. Ça peut être lié donc au contexte sécuritaire, pour des besoins d'information. On procède donc à des arrestations. Je me rappelle qu'il y a une ONG appelée Action contre la faim qui a fait passer donc cette information lundi dernier, annonçant donc la disparition de 2 de ces agents. Forcément, il y a un lien avec la situation sécuritaire, parce que ce qu'il faut dire, c'est que les autorités sont en train de, en tout cas, de faire le feedback, repartir depuis 2015, en tout cas période durant laquelle le terrorisme, la menace était là, le terrorisme était commencé à s'installer jusqu'en 2016, jusqu'à cette date que nous vivons la situation. Ils sont en train de chercher toutes les ramifications possibles de la situation que nous vivons, comprendre qui sont véritablement ceux-là qui ont été, qui d'une manière ou d'une autre, ont laissé donc installer ce phénomène. Je pense que c'est dans ce cadre-là qu'un travail minutieux est en train d'être fait par les autorités. Forcément, on ne dit pas que quand vous êtes pris, vous êtes exécuté ou vous êtes torturé. On n'a pas ces informations. Mais l'inquiétude pour la population par moment, c'est que l'information ne vient pas des autorités. On ne donne pas l'information. Donc, ça donne lieu à des supputations, à des inquiétudes. Peut-être que la personne a été exécutée quand on sait que une personne qui a été donc portée, qui est portée disparue, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est évidemment les autorités, les forces de l'ordre pour des besoins d'enquête, d'information? On ne sait pas. Qu'est-ce qui va se passer quand on sait par exemple que la femme de Aziz Diallo, une mère qui a 2 enfants mineurs, comprenez toute la douleur quand vous êtes une maman et vous êtes porté disparu avec laissant donc des enfants. Ce n'est pas du tout simple pour la famille. Et c'est une information qui passe mal, qui reste donc dans la gorge. Et je pense que c'est ce qu'on demande aussi aux autorités. Si véritablement, par moment, il est indiqué que telle ou telle personne a été donc interpellée pour des besoins d'enquête, d'information, ce qu'il faut faire quand même, le minimum, c'est de passer l'information à sa famille. Effectivement, voilà, la personne est avec nous pour des besoins d'enquête, pour telle ou telle chose. Je pense que ça rassure. Maintenant,
à quand cette personne sera libérée, mais ça dépendra maintenant de ce qu'ils les autorités auront comme information. En tout cas, quand les autorités finiront d'avoir l'information, toute l'information qu'elles veulent, je pense que là, ça ne pose pas problème. Encore que quand vous êtes pris comme ça, alors là, c'est une maman, c'est une mère, mais il arrive que des chefs de famille sont donc portés disparus. On ne vous demande pas, on ne cherche pas à savoir si chez vous, votre sac de riz est fini ou pas, la famille, comment elle vit. Je pense que par moment, il faut penser à ces victimes collatérales. On peut arrêter quelqu'un pour des besoins d'enquête, d'information, mais il ne faut pas faire souffrir toute sa famille, surtout des gens qui ne sont peut-être pas au courant de ce que la personne a comme démarche, comme comportement. Et ça, c'est une interpellation que j'ai faite donc aux autorités, à ceux qui sont donc en charge de ces questions-là. Il faut penser à ces victimes collatérales. On peut arrêter quelqu'un pour tout le temps qu'il faut, faire votre travail, mais il faut avoir ce regard sur la famille qui compte sur cette personne. Des enfants ne vont pas aller à l'école pour ces situations si ça continue. Donc je pense que ça c'est une injustice et ce n'est pas normal. Donc je lance en même temps cette interpellation. Maintenant c'est vraiment aux autorités de faire leur travail, mais je pense que la rétention de l'information aussi n'est pas du tout bonne. On termine par le sport, Alphonse, et on parle maintenant de la sortie des étalons hier. Ce sont plutôt, plutôt bien passé. La bonne nouvelle. En tout cas, il faut féliciter Brahma Traoré avec donc tout le staff, les joueurs, parce que contre le Malawi, c'était une rencontre très attendue. Ce qui s'est passé hier nous ragaillardit et nous donne encore vraiment de courage, de continuer, de croire que nous pouvons aller jusqu'au bout. Le Burkina Faso désormais leader du groupe L. Après donc cette victoire 3-1, je pense qu'il faut s'en féliciter. Je disais hier que le Sénégal avait battu le Burundi par 1-0 suite donc à un penalty généreusement accordé et transformé par Ismaël Sarr. Là n'est pas la question. Avec notre 3-1, nous reprenons donc la tête du groupe. Et c'est vraiment à féliciter. Je pense que, comme les gens aiment le dire, l'échec est orphelin et la victoire est toujours réclamée par tout le monde. La paternité est réclamée par tout le monde. Je pense que c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Quand il y a une victoire, les gens oublient tout ce qu'ils ont eu à dire sur Brahma Traoré, sur beaucoup de joueurs, sur l'absence de telle ou telle personne. En tout cas, bravo à Hervé Kofi, le portier, le capitaine, et bravo à tous les joueurs. Je pourrais dire que l'avenir est encore meilleur. Pas mieux, merci bien. Merci bien. Merci. On va maintenant tourner dans quelques villes d'affaires pour découvrir les couleurs du temps et c'est dans la météo. Nous recevons aujourd'hui un enseignant avec grand E, on va le dire, parce qu'il est enseignant au niveau donc de lycée, il est professeur certifié de lettres. Il est par ailleurs aussi maître au niveau donc des arts martiaux. Donc, il est là, notre invité du jour. Il s'agit de M. Adama Galbané. Bonjour à vous, M. Galbané. Bonjour, madame. Bienvenue sur ce plateau. Merci bien. Je l'ai dit, vous êtes un enseignant sur deux pans, donc vraiment enseignant au sens propre du terme au niveau de l'école, mais également enseignant des arts martiaux. Oui. Comment vous arrivez à concilier les deux activités? Bon, j'allais dire que c'est inné, parce que depuis mon jeune âge, j'aimais le sport et les études. Ok. Voilà, et à l'école primaire, j'étudiais et puis j'ai joué au football, j'ai joué au volleyball, j'ai fait du basket, l'athlétisme. Et en classe aussi, bon, j'étais parmi les 5 meilleurs. Ah oui. Donc jusqu'à l'université. Et puis bon, c'est à partir du CM2 que j'ai connu les arts martiaux. Et j'ai commencé à pratiquer. Et puis au bout de 5-6 ans, bon, j'ai eu la ceinture noire. Et puis bon.
Karaté, le karaté-do. Le karaté-do. Ouais. Maître karaté-do. Ouais. Alors, merci d'être sur notre plateau aujourd'hui. Vous êtes professeur certifié des lettres au collège et vous enseignez justement quelle matière exactement? Bon, il faut dire que je suis linguiste de formation. Ok. Je suis linguiste de formation. Et bon, c'est peut-être une longue histoire puisque quand j'étais en année de maîtrise, la révolution est arrivée. Et puis bon, quand j'ai fini la maîtrise, je devais aller maintenant faire le doctorat en Europe. Et puis le guide de la révolution, le camarade Thomas Sankara, nous a dit, bon, tout le monde en service populaire de développement et tout le monde, on doit aller travailler pour développer la nation. Et donc, on a été faire la formation. Et là, par exemple, il nous a pris, on a fait la formation militaire. Et puis ensuite, bon, on nous a reversé dans l'enseignement. Ok. Voilà, et donc... au niveau secondaire? J'étais d'abord dans disons, école primaire. Ah oui. Puisque je suis parti bon, c'est un coin derrière ce bois-là. Bon, c'est après Kaya. Bon, j'ai enseigné là-bas et quand je suis revenu, bon, il a dit, bon, on va faire le test et puis vous recrutez en même temps comme des enseignants. Et c'est comme ça que j'ai embrassé la carrière d'enseignant. Voilà. Donc, école primaire, ensuite le secondaire? Le lycée, puisque bon, j'ai la maîtrise. Donc, bon, l'école primaire, c'était tout juste dans le cadre de du SNP. Ok. Voilà, Service national de développement. Donc, c'était pour ça. Et depuis quelle année que vous enseignez? Parce que vous continuez à enseigner. Oui, 84, 85, on a fini. Okay. 85, on est parti pour la 4e promotion du SNP. Et on a fini en 86. Et puis bon, on a fait le test. Bon, il y avait le ministre de la question paysanne à l'époque qui voulait nous prendre, nous les linguistes là, pour la question paysanne, pour essayer de faire l'alphabétisation dans les langues nationales. Bon, et finalement, ça n'a pas marché. Et donc, on a fait le test de recrutement des professeurs. Et c'est comme ça que bon, j'ai été... Bon, tous ceux qui ont fait la formation là, bon, en réalité le SNP, bon, on a été tous engagés quoi. Et d'abord au lycée, vous enseignez quelle matière? J'enseignais le français. Le français. Voilà. Okay. Ouais. Linguiste de formation. Linguiste de formation. Donc, naturellement. Bon, voilà, nous pouvons enseigner que le français. Bon, peut-être l'anglais, mais bon, comme j'étais bien aussi en anglais, mais bon, j'ai préféré faire le français. Voilà. Alors, ce qui est bien, j'ai dit que vous êtes vraiment enseignant plein et surtout, on va dire éducateur, parce que vous n'avez pas fait qu'enseigner. Vous avez fait des services aussi liés à l'enseignement, parce que vous avez été agent en service à l'OSICOS, donc l'Office central des examens et concours du secondaire. Qu'est-ce que vous retenez de votre passé? Après, c'est devenu OSICOS dans les années 98, 99, 2000. Et puis bon, j'étais au service des diplômes. Et après, j'ai été même chef de service des diplômes. Mais en même temps, j'étais dans l'équipe d'organisation des examens scolaires. Donc pendant 11 ans, on a organisé les examens scolaires. Voilà, et en même temps, je gérais les diplômes et les contentieux liés aux diplômes. Okay. Et vous avez travaillé aussi à la direction générale de l'enseignement du secondaire? Oui. Bon, à l'OSECOS, ce que je retiens de l'OSECOS, pour répondre à votre question, c'était vraiment, ça m'a beaucoup édifié. J'ai compris que effectivement, il y a un véritable problème d'éducation. Comme vous l'avez dit, on enseigne, mais souvent on n'éduque pas. Voilà, et j'ai compris ça. Et bon, j'ai vu un peu le niveau des élèves, hein, parce que quand on finissait l'examen, moi je récupérais tous les PV et on faisait les points maintenant pour l'entrée en seconde. Et on a vu que vraiment l'éducation au Burkina, il y a encore du chemin. Il faut peut-être revoir pour réorganiser. Voilà. Bon, pendant tout le temps, bon, on a essayé de faire des investigations. Hein. Les examens scolaires, même jusqu'à présent, les taux de succès n'atteignent jamais 50%. Bon, on a posé ce problème-là. J'ai dit qu'il y a quand même quelque chose qui ne va pas.
Si depuis plus de 20-30 ans, on n'a jamais eu 50% de taux de réussite à des examens, bon, quelque part, il y a quelque chose qu'il faut revoir. Bon, mais on n'a pas eu la chance de... On a fait un document, nous on a fait un document on a soumis. Bon, maintenant, on n'a pas eu de retour. Et puis après, bon, je suis parti à la direction à l'ADR, quoi, la direction de l'enseignement, direction régionale. Voilà, je suis allé là-bas. Mais la question reste toujours posée parce que je me dis que si, nous on a dit, les budgets alloués à l'organisation des examens est tellement important que dépenser toute cette somme-là pour ne prendre par exemple que 30% des élèves, on s'est dit que bon, quelque part, on perd quoi. Si vous prenez les 70% des élèves qui restent, qu'est-ce qu'ils deviennent? C'est ça. Voilà, donc il y a D'où une justement réflexion. notre sujet aujourd'hui, on va en parler tout à l'heure, donc l'origine des échecs scolaires, mais c'était vraiment de planter le décor pour que les téléspectateurs puissent vous découvrir et savoir que nous sommes avec vraiment un éducateur qui a, on va dire quoi, passé toutes les étapes pratiquement de l'enseignement et de l'éducation, parce qu'enseigner à l'école primaire, au lycée, passer au niveau de l'OCECOS, donc l'organisation des examens, ensuite la direction régionale, et puis la direction de l'enseignement privé. Donc, et la direction de l'enseignement privé. Ça veut dire que vous avez fait toutes les grandes composantes, en tout cas en ce qui concerne l'enseignement. Oui, on peut le dire. Oui, et vous êtes bien placé pour parler aujourd'hui de l'origine, justement, donc, des échecs scolaires. Pourquoi c'est important déjà d'en parler? Bon, c'est important d'en parler parce que bon, l'échec scolaire, c'est l'échec de la vie. Bon, aujourd'hui, on peut dire que bon, on ne parlera pas totalement d'éducation, mais en fait, ça devrait être de l'éducation. Voilà, normalement, les parents confient leurs enfants aux enseignants, à l'école, pour qu'on les forme afin de les insérer dans la société. L'éducation, c'est ça, c'est apporter à l'enfant tous les éléments nécessaires pour qu'il puisse s'insérer dans la société. Alors, bon, moi, j'ai été aussi parent d'élèves dans un établissement public. Et quand je regardais les taux de passage, la 6e en 5e, la 5e en 4e, j'ai dit, bon, il y a trop de redoublants. Vous voyez? Et en même temps, au niveau des examens aussi, bon, il y a trop d'échecs. Voilà. Et en ce moment, c'est un problème. Parce que ceux qui échouent, bon, finalement, on ne sait pas ce qu'on fait d'eux. Et peut-être même que ces gens-là ils vont aller faire autre chose. Et on ne sait pas ce qu'ils deviennent en réalité. C'est ça. Voilà. Et pour vous, quelles sont les grandes raisons des échecs scolaires aujourd'hui? Bon, ça se situe à plusieurs niveaux. À plusieurs niveaux. Bon, j'ai dirigé un établissement aussi. Le vrai problème, c'est nous-mêmes les enseignants d'abord. Je commence par nous. C'est nous les enseignants d'abord. Voilà. Il y a d'abord la formation des enseignants qui n'est plus vraiment une formation rigoureuse. Voilà. Les premiers enseignants, ceux qui nous ont enseigné, avaient une formation vraiment rigoureuse. Mais aujourd'hui, la formation des enseignants n'est plus vraiment rigoureuse. Ça fait qu'il y en a qui sortent qui n'ont pas vraiment la maîtrise de l'enseignement. Ça, c'est un. Ensuite, il y a les emplois de temps. Il y a les emplois de temps. Quand vous arrivez dans un établissement, souvent les emplois de temps, ça ne respecte plus, si vous voulez, les normes pédagogiques. Voilà. Bon, il y a des gens qui donnent des cours jusqu'à 13h. Il y en a qui commencent des cours de 14h à... Il y en a qui, les samedis même soir, ils font des cours. C'est très chargé pour... Voilà, donc les enfants ils ne savent plus comment faire parce que, bon... les cours sont faits de façon, j'allais dire, désordonnée. Et ça fait que l'enfant n'a plus vraiment un esprit tranquille pour avoir un moment pour étudier, apprendre ses leçons. Ça fait que, bon, on leur donne des cours, et ils n'ont pas le temps d'apprendre les leçons. Ça fait que quand ils arrivent aux examens, bon, souvent c'est la catastrophe. Il y a ça. Bon, il y a aussi un gros problème, c'est les familles. Les familles. Normalement, la famille doit être un cadre approprié pour que l'enfant puisse être serein et qu'il puisse apprendre ses leçons. Mais on s'est rendu compte que beaucoup de familles ne donnent pas un cadre vraiment pour que l'enfant apprenne ses leçons. Souvent, ça ne va pas entre papa et maman, donc chaque fois il y a des disputes.
l'enfant est traumatisé. Il y a des moments où il y a un des parents qui n'est pas là. Généralement, c'est la maman qui n'est pas là. Et l'enfant est traumatisé aussi parce que si le papa prend une autre femme qui maltraite l'enfant, il ne peut pas s'en sortir. Bon, il y a des cas où on confie l'enfant à quelqu'un d'autre. Vous voyez, il y a des enfants qui ne sont pas dans leur famille, disons, biologique. Bon, le papa envoie son enfant quelque part pour aller étudier avec, soit c'est son oncle, ou bien c'est son cousin, ou bien un parent. Et l'enfant arrivé là-bas est dans des mauvaises conditions. Voilà. Par exemple, moi, j'avais mis en place une cellule à l'aide sociale. Bon, tous les élèves qui ont des mauvais résultats, on essaie de les contacter pour voir qu'est-ce qui se passe. Et les enfants qui viennent l'enfant vient en retard. Donc moi, je recensais toutes ces choses-là et j'essayais de voir comment faire pour résoudre ces problèmes. Donc, tous ces éléments-là font que, finalement, l'enfant, il arrive à l'examen avec un esprit qui n'est pas vraiment bien posé pour apprendre. Donc, ça veut dire l'environnement familial aussi, oui. Quand vous n'êtes pas dans un environnement sain, stable, voilà. ou joyeux ou idéal. Voilà, c'est vraiment ça. Ça peut conduire à l'échec. Voilà, l'environnement, on n'encourage pas l'enfant à étudier. Vous voyez, bon, il y a les parents aussi qui sortent très tôt le matin et qui reviennent très tard la nuit. Pas de contrôle. Pas de contrôle. Ça fait que ces enfants maintenant, ils sont vraiment laissés à eux-mêmes. Ils font toutes sortes de choses. Bon, souvent la maman ne peut pas les gérer. Quand c'est des petits garçons, elle ne peut pas les gérer. Il y a des cas même où la maman aussi sort. Une maman est commerçante, elle aussi elle sort le matin. Hein, vous voyez les dames qui sortent les matins, qui vont à 10 km pour chercher soit les feuilles, soit les feuilles, voilà, pour venir vendre. Donc ça fait que elles sortent aussi, et le papa aussi sort. Un papa, j'avais par exemple un enfant, son papa est boulanger, il sort très tôt le matin, et la maman est commerçante, elle sort très tôt le matin. Donc le papa ne revient qu'à 23h, et la maman, quand elle sort le matin, elle part au marché, elle revient à 18h, 19h. Donc les enfants sont laissés à eux-mêmes. Et c'est ça qui fait aussi qu'on a des échecs. Voilà. Et si on retourne un peu dans les classes également, les enseignants, vous les avez indexés tout à l'heure, pour parler même de leur formation de base qui peut ne pas être d'une grande qualité. Mais les enseignants, eux aussi, indexent du moins le taux élevé aussi, les effectifs pléthoriques dans les écoles. Aujourd'hui, que ce soit maintenant le public ou le privé, on se retrouve avec des élèves en classe. Bon. Quand vous avez trop d'élèves aussi, c'est pas facile. C'est pas facile. Ça, c'est comme j'ai dit, j'étais à la direction de l'enseignement privé et c'est nous qui délivrions les autorisations d'ouverture, de création et d'ouverture des établissements privés. Voilà. Et on a un cahier de charges. Naturellement. On a un cahier de charges et quand les promoteurs viennent, bon, on leur soumet le cahier de charges et bon. Après, nous, on part pour vérifier, pour voir s'ils respectent les cahiers des charges. Mais c'est difficile, parce que dans les cahiers des charges, on a dit pas plus de 50 à 60 élèves par classe. Bon, vous allez arriver quelque part, vous allez trouver 120, 140 élèves dans une classe. Bon, là, c'est difficile. Bon, on interpelle les promoteurs. Donc, de l'autre côté, ils vous disent que ils doivent payer ceci, ils doivent payer cela, donc il y a des taxes, il y a les professeurs à payer, il y a ceci, il y a cela. Donc, ça fait que s'ils n'ont pas beaucoup d'élèves, ils ne peuvent pas faire face à ces charges-là. Donc, ça fait déjà, c'est un couteau à double. Bon, en fait, j'allais dire, c'est un problème sérieux. Parce que d'un côté, il y a l'éducation, de l'autre côté, il y a les charges fiscales. Bon, ça fait que les enfants sont là, ils sont plein dans la classe et le professeur quand il arrive aussi il est découragé parce que vous allez voir 140 élèves d'abord pour donner le cours c'est difficile, pour corriger les copies ce n'est pas facile, vous voyez, et ça fait que bon ils font ce qu'ils peuvent mais ce n'est pas facile. Bon, on a vu aussi des responsables, des promoteurs qui viennent la rentrée c'est en septembre, octobre, novembre, ils viennent récupérer la scolarité que les enfants ont donnée à la comptable. Ils récupèrent tout pour aller investir dans d'autres activités. Et maintenant, les professeurs sont là, on ne les paye pas. Et ça fait aussi que eux aussi ne sont pas contents. Bon, soit
Ils ne sont pas contents, mais il y a un moment où ils ne peuvent même pas venir. Oui. Il y a des dames qui se plaignent, bon, il n'y a pas d'essence, on ne peut pas venir, on n'a pas les moyens pour faire ceci là. Donc, quand vous faites 3-4 mois sans payer, les professeurs aussi, bon, ils font ce qu'ils peuvent. Mais donc, dans tous les cas, pas d'enseignement de qualité. L'enseignement ne peut plus être de qualité en ce moment. Vous voyez. Bon, il y a aussi l'enseignement aujourd'hui, j'allais dire, est à 90% théorique. C'est de la théorie. Vous voyez. Le français, c'est théorique. Les mathématiques, c'est théorique. SVT, c'est théorique. Histoire géo, c'est théorique. Bon, donc, il n'y a que des leçons à apprendre. L'enfant n'a pas, si vous voulez, il n'a pas l'occasion de manipuler. Or, l'enseignement et l'éducation aussi, c'est la manipulation. Voilà. Quand nous, on était au lycée, il y avait les laboratoires. Donc, en SVT, vous allez dans le laboratoire et vous faites des manipulations. On fait la souris, on va disséquer la souris et puis voir les différentes parties, ainsi de suite. Donc, l'enfant, il voit et il comprend. En physique-chimie aussi, on va dans le laboratoire, on fait les analyses, on fait les mélanges et puis on voit comment l'électrolyse de l'eau, ainsi de suite. On fait des manipulations. En ce moment, l'enfant, ce qu'il a vu, ça reste. Bon, or, tout ça maintenant, c'est devenu théorique. Il prend les leçons, il recopie, donc il n'a rien vu, il ne fait que recopier. Donc, en fait, dans sa tête, il n'y a pas d'image, voilà. Vous voyez, il faut qu'il apprenne la leçon pour pouvoir aller répondre à une question. Oui. Et maintenant aussi, l'autre problème, c'est les épreuves. Les épreuves même ont des problèmes. Quand vous prenez une épreuve, j'ai assisté à la correction d'un examen, partie français. Alors, à une question posée, on voulait trouver les réponses, mais dans la salle, on ne s'entendait pas. Voilà, donc à la question posée là, un tel dit la réponse est ça, l'autre dit non, la réponse est ça, l'autre dit la réponse est ça. Ah, mais qui a raison? Donc, un correcteur? Oui, donc ça dit qu'il n'y a pas l'univocité au niveau des questions. Or, normalement, quand on pose une question, la question doit être univoque. Elle doit appeler à une et une seule réponse. Alors, une question qui peut amener 2 ou 3 ou 4 réponses n'est pas une question correcte. Donc mais en français, surtout quand c'est en français, philosophie, quand c'est la réflexion ou la dissertation. Ou, oui. Bon. Là, c'est autre chose. Oui, là, l'enfant donne la thèse, l'antithèse, la synthèse. Là, c'est différent. Mais je veux dire, par exemple, on pose une question simple. Voilà, et l'enfant comprend. Par exemple, dans la salle, tout le monde ne comprend pas la question de la même manière. Ça dit déjà, il y a un problème. Voilà. Maintenant aussi, il y a la clarté de la question, de l'énoncé. Bon, souvent, on utilise des gros mots. Vous voyez, souvent, ceux qui élaborent les épreuves là, ils ne se mettent pas au niveau des élèves. Ils ne se mettent pas au niveau des élèves. Donc, ils peuvent utiliser des mots qui sont forts par rapport aux enfants. Mais Monsieur Galbané, pour revenir justement aux épreuves, de toute façon pour les examens, il y a un comité qui réfléchit, il y a une commission de choix des sujets. Voilà le sujet. Donc si quand même il y a eu un comité qui a choisi le sujet, c'est en connaissance de cause. Parce que c'est des gens qui ont quand même une idée du niveau des élèves selon l'examen. Oui, c'est ce que je dis. Ça va être compliqué, bizarre qu'on Non, il y a les inspecteurs, il y a les professeurs. Il y a ceux qui tiennent les classes et il y a ceux qui ne tiennent pas les classes. Vous voyez, les niveaux changent. Alors, si vous ne tenez pas les classes et vous venez maintenant pour choisir les sujets, puisqu'il y a des professeurs qui proposent les sujets. Oui. Maintenant, arrivé, la commission prend et il revoit et il modifie souvent certaines choses. Vous voyez, il y a ça. Donc, il y a la clarté de l'énoncé, il y a l'univocité. Il faut que ça soit que la question là n'entraîne qu'une seule réponse. Voilà. Et il y a aussi l'indice de difficulté. J'ai une de mes collègues qui disait chaque fois que on cherche toujours à piéger les enfants. Si vous piégez quelqu'un, vous allez l'avoir. Et c'est ça qui fait. Quand je dis pourquoi on n'a que 30% de taux de succès, l'examen c'est des pièges. Or en principe, un examen ne devrait pas être un piège. Quand on dit examen, c'est pour vérifier, c'est une vérification des connaissances. Mais effectivement, nous,
Même en classe, nous les professeurs, on a un ego. On veut montrer aux enfants que nous sommes supérieurs à eux. Donc c'est ça qui fait que souvent même en classe, vous allez voir, le professeur donne son cours, comme j'ai dit, mais quand il fait un devoir, soit ça n'a rien à voir avec le cours, ou bien il va amener d'autres mots, d'autres termes qu'il n'a pas employés dans le cours. Ça déroute l'enfant. Tout à l'heure, et avant-hier, je lisais dans la presse là, les agents, les fonctionnaires qui se plaignaient, ils ont fait un concours professionnel. Ils disent que les épreuves là n'ont rien à voir avec ce qu'ils font. Il n'y a pas plus de... Ça ne vaut pas une semaine que j'ai lu ça. Donc, c'est ça le problème. Donc, c'est réel. C'est réel, parce qu'on donne un cours et on va donner un devoir, peut-être qu'il n'a pas beaucoup de... C'est ce que nous on appelle la congruence. Donc, le devoir ne colle pas avec le cours qu'on donne. Vous voyez? Et c'est un problème. Voilà. Et... quel exemple je voulais donner? Toujours peut-être sur les raisons des échecs scolaires. On est sur les examens. Mais qu'en est-il même de l'organisation pratique des examens? Est-ce que ça aussi, ça ne peut pas, à un moment donné, contribuer à l'échec? Bon, l'organisation en tant que telle ne pose pas un problème. Puisque, bon, peut-être que vous voulez parler des fraudes. Oui, bon, tout si ça. c'est pas ça, bon, les fraudes aussi, nous on a fait l'étude au niveau des fraudes. Bon, ça aussi c'est situé à plusieurs niveaux. Par exemple, il y a d'abord les professeurs qui proposent les sujets. Déjà, il peut y avoir fraude là-bas. Ensuite, il y a la commission qui se réunit pour relire les sujets. Il peut y avoir fraude là-bas. Ensuite, il y a ceux qui vont tirer, multiplier voilà, les épreuves. Il peut y avoir fraude là-bas. Ensuite, il y a quand on dépose les cantines. On dépose les cantines au niveau des centres, bon, les présidents du jury, on dépose là-bas et on remet les clés. Vous voyez? Donc, il peut toujours avoir à tous les niveaux. Voilà. Bon, mais l'organisation en elle-même ne pose pas problème. Ce que nous, on avait voulu souhaiter, c'est que, par exemple, dans chaque région, que chaque région organise. Comme ça, c'est plus simple parce que, bon, si on centralise tout à Ouagadougou, il y a eu des moments où, pour amener les épreuves dans une zone, c'est difficile. Moi, je sais que j'ai amené les épreuves quelque part sous la pluie. J'ai parti à Dédougou et tout juste arrivé au pont de Dédougou, là, la pluie, il y a eu une grande pluie. Les cantines étaient mouillées, tout. Donc, or, on ne peut pas ouvrir. Donc, j'arrive, j'ai mis le ventilo, j'ai ouvert seulement les cantines, j'ai mis le ventilo la nuit jusqu'au matin pour que les enveloppes sèchent parce qu'on ne peut pas les ouvrir, on ne peut pas changer. Oui. Oui. Voilà. Or, si on avait régionalisé, en ce moment, la région organise, elle fait ses épreuves et elle organise. En ce moment, et là, même en cas de fraude, c'est limité, c'est circonscrit. Voilà. Par exemple, s'il y a une fraude à Ouagadougou ici, il faut recommencer l'épreuve là sur toute l'étendue du territoire. Et dans un laps de temps. Et là, c'est difficile. De toutes les raisons que vous avez données, je ne vous ai pas entendu parler aussi de l'élève lui-même. Oui. L'élève, c'est comme je dis, bon, les élèves, à la limite... Est-ce que vous avez aujourd'hui des élèves studieux ou des élèves qui ont envie d'apprendre, qui sont curieux? Je comprends les élèves parce que aujourd'hui, les élèves ne voient pas vraiment l'intérêt, l'utilité de l'éducation des cours qu'on les donne à l'heure actuelle. Vous voyez, ils ne voient pas ça. C'est pour ça que moi je disais même que il faut revoir même tous les programmes et tout changer. Parce que bon, un enfant va commencer l'école primaire jusqu'à arriver en terminale. Il a le bac, il sort et il ne peut rien faire. Il ne peut rien faire de ses 10 doigts. Regardez tout le temps qu'il a mis. S'il commence même par la maternelle, je laisse la maternelle, 6 ans au primaire, 3 ans pour le BPC, plus 3 ans, donc c'est 12 ans. Et quand il sort, il a le bac, il ne peut rien faire de ses 10 doigts. Donc les enfants se rendent compte que finalement, à quoi ça sert tout ça? Il y a quelqu'un qui est passé dans la presse pour dire que le plus grand voleur du temps, c'est l'école. Ça doit être Coach Simon, non? Voilà. Bon, il n'a pas totalement tort. Vous êtes là, vous faites des choses inutiles.
Moi, c'est comme je dis, j'ai fait tout le cursus jusqu'à la maîtrise. Mais quand je suis sorti, pour aller travailler là, je n'ai pas utilisé mes connaissances là, à part le français et puis l'anglais et les calculs de l'école primaire pour additionner, diviser et puis soustraire, multiplier. C'est ça seulement que j'utilise à l'heure actuelle. Voilà. On passe le temps à... Regardez par exemple en terminale. Bon, je prends les mathématiques. Oui. Vous allez faire les sinus, les cosinus, les logarithmes, et la probabilité. Tout ça. Ça vous sert à quoi? Et on va vous dire que vous n'avez pas le bac parce que vous ne connaissez pas les cosinus. On n'a pas besoin de ça pour travailler. Bon, c'est pas... Vous prenez histoire, géographie. Bon, j'ai discuté avec certains inspecteurs du TGT, mais le programme est trop vaste et finalement ça ne sert pas à grand chose. Bon, on vous apprend les guerres mondiales, on vous apprend la crise économique de 1929, on vous apprend ceci, cela, les rois de France, les rois de ceci, les rois de cela, et on ne connaît même pas, sur le Moro Naba qui est à côté ici, on ne connaît même pas comment le royaume Ouara est organisé, comment est-ce qu'on est passé la Haute-Volta là, et les différents, quand on a divisé la Haute-Volta, on a reconstitué. On ne fait pas cette histoire. Moi, je suis allé au Japon. Les Japonais m'ont dit que c'est ça qui devait être même notre fête de l'indépendance, la reconstitution de la Haute-Volta. Ils disent que c'est ça qu'on devrait fêter. Mais ça passe sous silence. Il y a très peu de gens qui connaissent ça. On a divisé la Haute-Volta en son temps et on a donné ça aux pays voisins. Et puis après, bon, il y a Moro Naba qui s'est levé, qui a demandé qu'on reconstitue la Haute-Volta. Et ça a été fait. Mais ça devait être une fête. Et ça devait être enseigné aux enfants. Au Japon, jusqu'à 18 ans, l'enfant apprend le Japon. Jusqu'à 18 ans, il faut qu'il maîtrise son pays. Le Japon, là, il maîtrise la philosophie, et l'histoire du Japon, la géographie du Japon, et tout ce qui concerne le Japon. Jusqu'à 18 ans, l'enfant connaît ça. Et donc, un enfant qui a 18 ans au Japon, vous lui posez toute question sur le Japon, il connaît. Mais ici, un enfant qui a 18 ans, même dans son propre village, vous lui demandez comment ça a commencé, il ne connaît pas. Donc, il y a un problème. Les programmes sont à revoir. Si vous allez chez l'empereur, par exemple, au Japon, c'est un vaste domaine. Et tous les scientifiques se retrouvent là-bas. Parce qu'il a toutes les espèces d'arbres chez lui, toutes les espèces d'oiseaux, tout ce qui est du Japon là, est là-bas en miniature. Donc, quand vous arrivez là, vous n'avez pas besoin d'aller... Vous allez chez l'empereur seulement, vous retrouvez tout ce dont vous avez besoin pour faire vos études. Ah oui. Et nous, on ne fait pas ça. Donc, c'est ce qu'on devrait faire. On va venir aux solutions tout à l'heure. Mais aujourd'hui aussi, l'autre problème, surtout indexé par les enseignants, c'est l'incivisme aussi des élèves. Incivisme démontré. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a certains élèves, soit qui ont eu à agresser souvent leur enseignant ou de l'administration, les membres de l'administration. Ça aussi, c'est un problème quand même qu'il faut épingler. Bon, l'incivisme là, c'est né à partir d'un phénomène social. Vous savez que quand ça ne va pas au sein de la société, il y a une répercussion sur tous les autres aspects, et l'éducation aussi en particulier. Donc l'incivisme a commencé, j'allais dire, avec les crises sociales au Burkina Faso. Et à un moment donné, les politiciens ont voulu utiliser les élèves pour faire des combats. Et c'est ça qui a amené les enfants maintenant à voir les choses et à se dire qu'ils ont un mot à dire. Il y a des gens qui défendaient aussi les élèves, on dit non, il faut les laisser parler, il faut les laisser faire ceci, cela. Donc quand on permet à un élève de s'arrêter et de toiser son professeur et même de l'insulter, il y a un problème. C'est parce que tout simplement, politiquement, les gens voulaient utiliser les élèves. Vous avez vu ce qui s'est passé, on était obligé même de fermer l'université à un moment donné, parce que bon, c'était devenu compliqué. Et à un moment donné même, chaque année, on ne pouvait pas faire les cours. Tel événement en octobre, tel événement en décembre, tel événement. Donc le premier trimestre, par exemple, était complètement voué aux événements, à la commémoration de ceci ou de cela. Donc on n'étudie plus. Et il y a tout un trimestre qui est parti. Or, vous savez que le troisième trimestre aussi, avec les examens,
le troisième trimestre est très court. Ouais. Donc ça fait que c'était difficile. Mais l'incivisme, je le dis, c'est né à partir ce sont les politiciens qui ont amené l'incivisme au niveau des établissements. Et je crois que ça est en train de baisser, puisque actuellement, bon, les choses ont changé. Donc, vous avez vu, par exemple, que l'an passé, on a fait les cours d'octobre jusqu'à sans vraiment problème. Oui. Voilà. Alors, M. Galbané, on entend vers la fin de notre entretien, mais on va aborder quand même quelques solutions, même si je promets qu'on aura encore d'autres émissions ensemble pour développer d'autres thèmes en lien avec l'éducation. Quelles sont les solutions que vous préconisez pour un meilleur résultat au niveau de, que ce soit des classes, mais également des examens scolaires? Bon, pour les examens scolaires, j'ai dit qu'il fallait mettre une structure qui analyse les résultats scolaires. Qu'est-ce qui fait que les élèves échouent? Si on avait une structure qui fait ce travail-là, qui analyse, qui réfléchit, qui analyse toujours les résultats des élèves et qui analyse. Moi, par exemple, ce que j'ai regardé, souvent, il y a certaines matières, les coefficients des matières. Les coefficients des matières. On dit maths, c'est coefficient 5. Bon, pour le BPC, par exemple, maths, c'est coefficient 5. Français, c'est coefficient 5. PC, c'est coefficient 4. Ainsi de suite. Histoire, géo, c'est coefficient 3. Anglais, c'est coefficient 3. Bon, déjà, ça, c'est une origine des échecs. Nous, on avait demandé de ramener les coefficients au même. Soit c'est coefficient 1 pour toutes les matières, ou bien 2 pour toutes les matières. Parce que, bon, si vous prenez jusqu'au BPC, il n'y a pas de spécialisation pour le moment. L'enfant ne part pas c'est des études. Alors, pourquoi amener coefficient 5 pour les mathématiques et coefficient 3, par exemple, pour l'histoire-géographie et anglais? Vous allez voir qu'au cours de maths, tous les enfants sont là, en classe. Mais quand le prof d'histoire-géo vient, il y a la moitié de la classe qui n'est pas là. Ou quand le prof d'anglais vient, il dit non, bon, anglais, c'est pas la peine, c'est coefficient 3, donc il préfère voir là où il y a les forts coefficients. Or, il ne s'en sort pas en maths, il ne s'en sort pas en physique-chimie. Physique-chimie, comme je dis, il n'y a pas de laboratoire, donc on ne manipule pas, donc tout est théorique, donc les enfants ne s'en sortent pas. Donc ça, c'est un des... Il faut revoir ça. Voilà. Bon, comme je dis, si on avait vraiment la structure là qui analyse, elle allait comprendre ces choses-là. Voilà. Ensuite, bon, ce qu'il faut faire, comme je dis, c'est de revoir les curricula même. Parce que histoire, c'est trop, il y a trop de chapitres. En son temps, j'avais parlé à certains inspecteurs. Bon, je crois qu'ils sont en train d'étudier ça, je pense. Voilà. Mais il faut réduire. Il faut circoncire. Oui, j'ai vu, c'est l'an passé, l'an surpassé, au CEP. On demande, en histoire, on demande à l'enfant combien d'États constituent les États-Unis d'Amérique. Est-ce qu'on a besoin de connaître ça pour travailler au Burkina Faso? Et on a demandé au BPC, je crois que c'était les royaumes arabes là, ou quelque chose comme ça. Est-ce qu'on a besoin de connaître ça à un examen pour être fonctionnaire au Burkina Faso? C'est ce que je dis toujours aux gens. Les questions qu'on pose là, ça n'a pas de rapport avec nous, ce qu'on veut faire. Pour insérer quelqu'un dans la société burkinabé, on n'a pas besoin de savoir le nombre d'États qui constituent les États-Unis d'Amérique. On n'a pas besoin de connaître ça pour être fonctionnaire du Burkina Faso. On n'a pas besoin de savoir, c'est pas moi, les rois de France. On pose des questions sur... on n'a pas besoin de savoir ça pour travailler ici. Donc, il faut peut-être revoir les épreuves, là, les curricula, ramener ça à notre dimension pour qu'on ait des connaissances pour pouvoir travailler au Burkina. C'est ça. Donc, il faut revoir tous les curricula. Moi, je le dis. Comme je dis, au Japon, là-bas, tu connais, c'est le Japon. Voilà. Il faut poser des questions sur notre pays pour voir s'il connaît bien, pour pouvoir s'intégrer. Donc, qui dit poser les questions sur notre pays, dit même enseigner d'abord le pays. Donc, il faut revoir les programmes avant de pouvoir questionner sur ça. Notre temps est terminé. On va s'arrêter ici. Merci. Pour l'entretien d'aujourd'hui. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que nous étions avec M. Adama Galbané. Il est professeur certifié des lettres. Il est maître aussi, maître karaté.
Karaté-do. On va parler de ça. Prochainement, on va parler parce que le sport est important c'est aussi important. dans Je la sais réussite que scolaire. c'est ça. Vous avez même des clubs de karaté. Bien sûr. Au niveau donc des écoles. Ouais. Donc prochainement, on parlera de ça. Merci. On va s'arrêter ici pour l'entretien d'aujourd'hui. Sur ce plateau et cette fois-ci, nous avons une bonne nouvelle à partager avec vous. En tout cas, Canal+, notre partenaire, a une bonne nouvelle à partager avec vous. Et nous recevons ce matin Monsieur Antoine Bado. Il est assistant marketing à Canal+ Burkina. Et nous parlons donc des offres de Canal+. Bonjour Monsieur Bado. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau à nouveau. Alors vous êtes là pour nous parler justement de vos offres en cours. Dites-nous en plus. Merci beaucoup. Bonjour à tous, chers abonnés de Canal+ Burkina. Bonjour à tous les téléspectateurs de Savane TV. C'est un plaisir pour Canal+ de se retrouver ici ce matin afin de partager avec vous ce qu'il y a de nouveau chez Canal+. Le mois de septembre qui bat son plein sur Canal+, avec une rentrée 10 sur 10, action, émotion, frisson, découverte, détente, loisirs et sport qui sont sur le bouquet Canal+ en ce moment même. Et Canal+ est venu ce matin pour partager avec vous deux bonnes nouvelles. La toute première, à savoir 15 jours de bonus à la formule Tout Canal+ pour tout maintien de réabonnement à sa formule en cours, ou si vous passez à la formule supérieure. Donc pour le dire terre à terre, si vous avez un abonnement de 5500, vous reconduisez votre abonnement de 5500, ou vous passez à la formule supérieure et vous profitez de 15 jours de bonus à la formule Tout Canal+. Si vous avez un abonnement de 11 000, vous reconduisez votre abonnement de 11 000, ou vous passez à la formule supérieure et vous profitez de 15 jours de bonus à la formule Tout Canal+. Donc il en va ainsi avec les autres formules sur les bouquets Canal+ également. Mais aussi le prix du décodeur HD, voilà donc qui est au tarif exceptionnel de 1000 francs à partir de la formule Évasion Plus. L'installation vous est offerte le décodeur G11, voilà donc en parlant de décodeur G11, c'est le décodeur connecté de Canal+ Burkina, voilà donc qui est à 20 000 francs en ce moment à partir de la formule Évasion Plus. L'installation vous est offerte et si vous avez besoin d'un décodeur Canal+, c'est simple, rendez-vous en boutique chez nos distributeurs agréés ou dans nos enseignes. Voilà donc vous pourrez rentrer en possession de votre décodeur HD rapidement. Et comment on peut avoir une bonne installation Canal+? Oui, c'est d'ailleurs la question la plus importante parce que quand on achète le décodeur, c'est pas le décodeur que le client va aller regarder, mais c'est ce qui se passe derrière le décodeur qui va intéresser plus le client. Donc Canal+ qui tient à rassurer l'ensemble de ses abonnés que nous avons un service après-vente de qualité. Nous avons des techniciens agréés Canal+ bien équipés, bien formés, quasiment partout au Burkina Faso pour vos besoins d'installation et de dépannage d'antennes. Vous profitez d'une garantie de 6 mois sur les installations effectuées par ceci et 12 mois sur le matériel en cas de défaut de fabrication. Et je le précisais tout à l'heure, l'installation, elle est offerte quand vous achetez votre décodeur à partir de la formule Évasion Plus. Voilà, donc que ce soit le G11, que ce soit le décodeur Z4, l'installation est gratuite et vous profitez d'une garantie sur cette installation-là. Donc je ne vois pas pourquoi aller encore chercher à faire son installation par quelqu'un qui n'est pas un technicien agréé de Canal+. Et pour avoir un technicien agréé de Canal+, c'est simple, rendez-vous en boutique chez nos distributeurs agréés, dans nos enseignes, ou appelez le 30 75. Vous avez la possibilité de les écrire directement sur leur plateforme au 54 44 27 27. Alors, pour les réabonnements, justement, quels sont les différents moyens? Oui, les différents moyens pour se réabonner à Canal+ aujourd'hui, c'est très simple. Vous pouvez vous réabonner en tout temps, en tout lieu. Voilà, donc dans nos boutiques, chez nos distributeurs agréés, dans nos enseignes. Il y a également les points de recharge. Il y en a plus de 1200 au Burkina Faso, ce qui signifie qu'à chaque 100 ou 200 mètres de chez vous, il y a un point de recharge où vous pouvez vous réabonner très facilement. Vous avez également la possibilité de le faire avec le paiement mobile, notamment Orange Money, Move Money, Wave Burkina, EcoBank Mobile et Coris Money. Si vous utilisez un compte Orange Money, tapez tout simplement étoile 144, étoile 4, étoile 2, étoile 4, dièse OK et suivre les instructions. Et si c'est un compte Move Money, utilisez tout simplement étoile 555, étoile 4, étoile 2, étoile 1, dièse OK et suivre les instructions. Vous pouvez également aussi aller sur les plateformes digitales de nos différents partenaires, notamment MaxHit, l'application Wave Burkina, l'application Coris Money et l'application de EcoBank Mobile. Et vous allez pouvoir vous réabonner très facilement.
Très facilement, d'après M. Bado. Alors, parlons maintenant de l'application Canal+. Oui, l'application Canal+, voilà, donc précédemment connue sous le nom de MyCanal, est une compensation pour les abonnés qui nous disent que eux, ils ne voient pas l'importance de se réabonner, voilà, alors qu'ils ne pourront pas profiter pleinement de leur abonnement. Donc, c'est une compensation pour ces abonnés. Là, l'application Canal+ est venue pour les permettre de suivre la suite de leur programme où ils sont comme ils veulent, quand ils veulent, s'ils ont accès à une connexion Internet. Donc, c'est simple, vous téléchargez l'application, que ce soit sur votre téléphone ou sur sur un autre terminal comme un ordinateur ou votre télévision, parce que c'est compatible également avec les télés de dernière génération, et vous regardez tout simplement la suite de votre abonnement. Et ce qui est intéressant est que vous avez la possibilité, voilà, donc de sélectionner le menu Kid si vous partagez cette application là avec votre enfant, et l'enfant ne verra rien d'autre que les programmes voilà, donc dédiés aux enfants. Et si vous voulez installer cette application, téléchargez l'application sur Play Store ou App Store, ou venez en boutique. Nous, on va vous assister très facilement pour l'installation de votre compte MyCanal. Cependant, une petite précision, il y a des gens qui prétendent vendre des comptes MyCanal. C'est une arnaque. MyCanal est gratuit et inclus dans votre formule. Si quelqu'un prétend vous vendre un compte MyCanal, c'est purement et simplement de l'arnaque. Si vous êtes un abonné de Canal+, vous avez droit à un compte MyCanal et vous pouvez partager votre profil avec 6 personnes de votre famille qu'ils pourront regarder sur des terminaux différents. Ah oui, c'est possible. Ça, par contre, je ne savais pas. Je pensais que c'était le seul abonné qui peut regarder sur son téléphone. Non. On peut le partager. Oui, vous pouvez partager votre profil. Voilà, donc quand vous allez même sur MyCanal, il y a un petit plus en plus de votre profil, voilà, qui signifie que vous pouvez ajouter d'autres personnes à votre profil. Voilà. Merci pour l'information, M. Bado. Comment joindre Canal+? En cas de, voilà, donc en cas de besoin, vous pouvez joindre Canal+ Burkina à l'adresse suivante, relationclient@canalplus-africa.com. Vous avez la possibilité d'appeler le 3075, c'est le numéro du service clientèle de Canal+ Burkina. C'est ouvert du lundi au dimanche de 8h à 20h. Vous avez également la possibilité d'écrire en nos techniciens agréés au 54 44 27 27 si vous avez besoin d'assistance technique. Quel est votre mot de fin, M. Bado? Mon mot de fin, c'est de vous dire merci de m'avoir reçu sur votre plateau. Je voudrais également dire merci à nos fidèles abonnés du Canal+ Burkina pour leur confiance que nous honorons à travers cette riche programmation du mois de septembre. Ça sera toujours un plaisir pour Canal+ de leur offrir le maximum de plaisir à regarder la télévision. Et n'oubliez pas de vous réabonner en ce moment même pour pouvoir profiter du 15 jours de bonus à la formule Tout Canal+ en maintenant votre formule ou en passant à la formule supérieure. Et ceux qui ne sont pas encore dans la grande famille Canal+, le décodeur HD est au tarif exceptionnel de 1000 francs à partir de la formule Évasion Plus et 20 000 francs à partir de la formule Évasion Plus pour le décodeur G11. Et vous pouvez consulter la riche programmation du mois de septembre de Canal+ sur MyCanal ou à travers www.canalplus-africa.com. Merci beaucoup. Merci bien, M. Bado. Je rappelle que M. Antoine Bado est assistant marketing à Canal+ Burkina. On va s'arrêter ici pour l'échange avec M. Bado. On marque une petite pause et on revient. Merci beaucoup à vous de votre fidélité à Bonjour le Faso. On se donne rendez-vous demain pour encore une autre émission. Prenez soin de vous et surtout excellente journée. Mais ne zappez pas, les programmes de Savane TV se poursuivent.